Ok, donc on se trouve 3 jours avant la fête de Sukkot. C'est une des plus belles mitzvahs que nous avons. La Soukha d'abord est la seule mitzvah que nous faisons, la seule mitzvah de la Torah que nous faisons avec le corps entier. Toutes les autres mitzvot, c'est un membre du corps qui l'a fait. On mange la matzah à Pessah, on sonne du shofar à Rosh Hashanah. Mais là, le corps entier, il baigne dans la Soukha. Et qu'est-ce qu'il y a si extraordinaire d'être dans la Soukha? C'est marqué dans les livres, dans le Zohar, que la Shrina elle-même, la présence divine, c'est pour ça qu'on a 7 jours de Soukha. 7 correspond toujours à la Shrina, la présence divine vient dans la Soukha et nous entoure. Le mot Soukha, d'ailleurs, en valeur numérique, c'est 90, avec, 91. 91, c'est la valeur numérique des 2 noms de Dieu. Ado, d'accord, et Yudke Vavke. Tu prends Yudke Vavke, c'est 26, Ado 65, en tout ça fait 91. Donc c'est le mot Soukha. Alors même dans les lettres du mot Soukha, c'est fait des lettres Kaf Vav, ça vaut 26, et Samerhei, ça vaut 65. C'est donc la combinaison des 2 noms de Dieu qui est là, qui nous entoure, plus encore les 7 Avot. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. D'accord? 7 qui viennent et qui sont présents, carrément présents. On verra à la fin du cours qu'il faut même leur préparer un fauteuil et ils viennent. Alors les grands hommes, les grands kabbalistes, les grands hommes saints peuvent même les voir. Non, on ne peut pas les voir, mais ils sont quand même là, leur présence en tant qu'âme. Et il y a une partie de leur âme qui vient dans chaque soukha qui est cachère. Et c'est pour ça que dans la soukha, on doit être très en état de sainteté, dans la joie, on n'a pas le droit de se fâcher, pas le droit de crier, pas le droit de parler la shonara, parce qu'on est dans la soukha. Même on verra que durant la fête de Soukha, de Sukkot, la Soukha elle est sainte. Même les morceaux de bois, même les décorations qu'on a mises sont saintes. Je n'ai pas le droit de prendre un morceau de bois maintenant, par exemple, pour me curer une dent, ou maintenant il y a un beau fruit, j'ai envie de prendre maintenant j'ai mis une belle grappe de raisin, je prends un raisin maintenant et je le mange. C'est interdit parce que c'est sacré. Sacré comme un sacrifice. On apprend ça d'une loi, c'est comme la Chagiga, c'est un sacrifice qu'il y avait à l'époque du temple. De même, la Soukha, elle est sainte. Même si les raisins sont tombés par terre, on n'a pas le droit, on doit les cacher, on les met quelque part parce que c'est saint. Donc il y a une très grande sainteté qui vient à cette fête, et Baruch Hashem, que le peuple Israël a mérité de faire cette grande mitzvah. Hélas, il y a beaucoup de gens, ça vient peut-être du fait qu'en Europe, il faisait très très froid, et beaucoup de gens ne dormaient pas dans la soukha. Alors aujourd'hui, même quand ils peuvent le faire, ils disent oui, non, mais c'est pas, nous on ne fait pas la soukha. Il n'y a aucune autorisation à ne pas faire la soukha. Aucune. C'est comme mettre des tefilines. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre les tefilines, il appelle ça qu'il est mevatel assez, il annule une loi positive. Ne pas dormir dans la soukha ou ne pas manger dans la soukha lorsqu'on doit manger dans la soukha, c'est annuler une loi positive. C'est obligatoire. Il y a certains cas où on est dispensé, on va les étudier dans ce cours-là. Donc une date très importante, c'est marqué dans le Zohar que celui qui fait bien la mitzvah de soukha dans ce monde-ci, quand il va au Olam Haba, alors la Shrina va entourer cette personne-là, son âme, d'une soukha aussi, donc des noms de Dieu qui sont dans la soukha, pour le protéger des forces maléfiques. Chacun, il a fait des bêtises durant sa vie. À la fin de la vie, ces forces se disent, maintenant, on va s'occuper de toi, et il va nous sauter dessus, et hop, la soukha, elle nous entoure et nous protège. Donc c'est vraiment une mitzvah énorme. De même, c'est marqué que celui qui fait la mitzvah de soukha, il est associé à Dieu dans la création du monde. La création du monde, c'est des choses qui sont très profondes. Dieu a amené sa présence dans le monde. Quand on fait la soukha, on amène sa présence et on baigne dans la présence de Dieu durant cette grande fête. De même, il est marqué qu'on peut puiser, on puise toute la joie de toute l'année. La seule fête à propos de laquelle c'est marqué, Zman Simchatenu, l'époque de notre joie. Pour la fête de Pessah, Zman Cherutenu, la fête de notre libération, d'accord? Matan Torah, c'est Shavuot. Sukkot, c'est pas marqué Zman Sukkot, c'est pas marqué le temps de la Soukha, c'est marqué le temps de la joie. Il y avait à l'époque, c'est marqué celui qui n'a pas vu la joie de Bet HaShoeva, il y avait des fêtes au temple à l'époque, quand on allait puiser l'eau pour les libations d'eau chaque matin de Sukkot, il y avait une joie, c'est marqué dans la Gemara, celui qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet HaShoeva qui avait à Sukkot, ici à l'époque du temple, n'a pas vu une joie de sa vie. Et aujourd'hui, on n'a plus le temple ni cette joie-là, mais il reste quand même la Soukha, on peut puiser la joie pour toute l'année. Quelqu'un qui est plutôt déprimé, alors il faut lui donner une thérapie, va bien faire le mitzvah de soukha, c'est signé que ça va l'aider pour sortir de sa dépression, parce que la soukha, elle donne beaucoup, beaucoup de joie. Alors quel est le principe de la soukha? Le soukha, on l'a fait, il faut penser à cela quand on fait la mitzvah, d'être dans la soukha, que Dieu nous a donné cette mitzvah en commémoration, entre guillemets, on va expliquer c'est quoi commémoration, on n'a pas de commémoration, du fait que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Dieu nous a entourés de cette nuée.
C'était pas des nuages comme les gens croient, mais des nuées de spiritualité, des nuées de sainteté. Il y en avait une de chaque côté, ça fait 4, une en bas qui égalisait le sol, une en haut qui nous protégeait du vent et du soleil, et une qui nous guidait, ça fait 7 en tout. Par rapport à ces 7 nuées qui nous accompagnaient, alors c'est ça les Sukkot, qui Sukkot au Shavti de Ben Israël, il faut se rappeler que nous baignons dans la Soukha, nous sommes présents dans la Soukha en souvenir des Anané Kavod, des nuées de sainteté que Dieu a mis autour de nous en sortant d'Égypte. Il faut penser cela quand on fait la mitzvah de Soukha. Normalement, on aurait dû faire ça quand? Au printemps. On est sorti quand d'Égypte? Au printemps. Pourquoi on ne fait pas la Soukha au printemps en même temps que Pessah? Parce qu'à cette époque-là, il commence à faire plus chaud. Tous les gens normaux, ils sortent de la maison, se font une petite pergola comme ça à l'entrée de la maison, et des fois, quand il fait un peu chaud, ils dorment dans la Soukha. Actuellement, c'est l'automne qui arrive, il commence à faire un peu plus frais, les gens rentrent dans leur pergola et rentrent chez eux à la maison. Alors si on avait fait la fête à l'époque que tout le monde sort dans leur pergola, dans leur Soukha, il n'y aurait pas eu de mise en valeur, de mise en relief du fait que nous faisons cela pour la mitzvah de Dieu. Alors Dieu nous fait faire spécialement maintenant, en automne, des raisons encore plus profondes. C'est que lorsque le Bnei Israël ont fait le veau d'or, alors toutes ces nuées sont parties. Et lorsque Dieu, après Kippour, a pardonné son peuple, alors elles sont revenues. Donc nous faisons, vu que nous avons vécu le veau d'or, nous sommes les générations descendants de ceux qui ont fait le veau d'or, alors aujourd'hui on fait la fête de Soukha, après Kippour, à l'époque où vraiment les nuées sont revenues. Il y a le mitzvah de la Torah, de manger le soir, le premier soir de Sukkot, de manger kazaït de pain. On apprend cela par une Xera Shabbat. Xera Shabbat, c'est une analogie. Il y a 2 fois le même mot dans la Torah, Chamisha Asar, le 15e. Le 15e du mois, vous habiterez dans la Soukha, et il est marqué aussi le 15e du mois, vous allez manger le pain, la matzah, le soir de Pessah. On apprend que de même il y a une obligation de manger la matzah le soir de Pessah, et on en fait un grand tararam cette histoire-là, parce que c'est vrai que c'est la seule mitzvah que nous avons avec la bouche, que nous faisons aujourd'hui, celle de manger la matzah le soir de Pessah, et on achète des matzahs qui sont très chers, etc., pour que ce soit bien cachères pour faire la mitzvah. On a une mitzvah de même valeur exactement, de manger kazaït de pain le soir de Sukkot, le premier soir de Sukkot. Normalement, on verra que l'obligation d'être dans la Soukha, si on mange du pain, c'est si on mange une quantité de kabetza. Kabetza, c'est 56 grammes. 56 millilitres, pour être plus précis, parce qu'on parle en volume. 56 millilitres. On appelle ça kabetza, comme un œuf. Le premier soir de Sukkot, c'est bien de manger kabetza, comme tous les autres soirs de Sukkot si on veut manger, mais l'obligation de la Torah de manger dans la Soukha, elle revient sur la même quantité qu'on a de matzah de Pessah. Vu qu'on apprend cela avec analogie, c'est kazaït. Kazaït, c'est une demi-betza, c'est comme une olive, c'est 28 millilitres. 28 millilitres. Donc, faire attention, pas venir bêtement et manger son pain le soir de Sukkot, oublier, parce que lorsqu'on ne pense pas à une mitzvah, on ne la fait pas. Il faut penser qu'on l'a faite. Lorsqu'on fait le hamotzi dans le premier soir de Sukkot, donc ça sera ici ce vendredi soir, ce Shabbat cette année, il faut penser avant, je suis en train maintenant de faire la mitzvah de manger kazaït de pain dans la Soukha, tel qu'il est marqué dans la Torah. Le premier jour, vous habiterez dans la Soukha, etc., en souvenir des nuées de gloire, de sainteté que Dieu a mis autour de nous. A priori, c'est mieux de manger la double quantité, kabetza. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion entre les rabbins, est-ce que le kazaïd vraiment, mais vu que maintenant, tous les autres fois qu'on mange du pain, pour être chayav de la soukha, il faut manger kabetza, donc il y en a qui disent que c'est mieux de manger kabetza. L'essentiel, c'est kazaïd. Kazaïd, donc 28 millilitres. Si on peut un peu plus, kazaïd c'est pas beaucoup, c'est le volume d'une boîte d'allumettes standard universelle, si on peut manger le double, c'est une bonne tranche de pain, alors c'est mieux. Il est bien de ne pas manger beaucoup l'après-midi de Sukkot pour manger le pain avec appétit le soir de Sukkot. Même loi que pour la matzah. Il ne faut pas manger la veille de Pessah beaucoup, parce qu'il faut qu'on mange la matzah bétéavon avec appétit. Là aussi, on doit manger le pain de Sukkot avec appétit. L'ultime mitzvah, qui est une loi positive qui est réglée par le temps. Toutes les lois positives réglées par le temps, les mitzvot assez, les femmes sont désengagées. Ne sont pas obligées. À part 3, qui sont la matzah, hakel et simcha. D'accord? La matzah, parce qu'il y a
façon d'apprendre que tout ce qui est interdit de manger du chametz, il est obligé de manger de la matzah. Or, les femmes sont aussi interdites de manger du chametz, donc sont obligées de manger la matzah. Là, le soir de Sukkot, c'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de place pour la femme dans la soukha, alors elle n'est pas obligée d'habiter, de dormir et de manger dans la soukha. Si elle veut, elle le fait, elle a du mérite. Mais elle a du mérite comme quelqu'un qui fait une mitzvah non obligatoire. C'est moins grand que si c'est obligatoire, mais elle a du mérite quand même. D'accord? Elles font pas la bracha. Nos cousins ashkénazes, ils font la bracha. Les femmes, s'ils veulent faire maintenant une mitzvah qui est réglée par le temps, telle que le shofar, telle que le loulav, telle que la soukha, elles font la bracha, l'ishev, ba, soukha. Nous, les femmes, font pas cette bracha-là. Elle peut être rendue quitte si elle veut par le mari, mais elle n'est pas obligée de le faire du tout. Vu qu'il y a une obligation, ce sont les 2 fois de l'année où il y a une obligation de la Torah de manger, d'accord, de la Torah vraiment, c'est le soir de Pessah et le soir de Soukha. Ce sont les 2 seuls cas de toute l'année que si on a oublié dans Birkat Hamazon, il y a Lev et Yavo, normalement si on oublie, il y a Lev et Yavo, le passage qu'on rajoute pour une fête, on a oublié, tant pis, on continue, et tant pis. À part ces 2 soirs-là, si on a oublié, il y a Lev et Yavo, le soir de Pessah ou le soir du premier jour de Sukkot, on est obligé de refaire tout le Birkat Hamazon. Donc faire attention de ne pas oublier. Une femme, vu qu'elle n'est pas obligée le soir de Sukkot de manger le pain de la Torah, vu que c'est une loi qui est réglée par le temps, une loi positive, et les femmes en sont désengagées de l'obligation, alors si elle a oublié, il y a Lev et Yavo, même si elle a mangé dans la Soukha, elle n'est pas obligée de refaire Birkat Hamazon. À Pessah, oui, parce que, comme on a dit, une femme est obligée de manger la matzah le soir de Pessah. On ne fait cette mitzvah que lorsqu'il fait nuit complète. Ceux qui veulent prier plutôt à cause des enfants et commencer quand il fait encore un peu jour, c'est pas valable. Comme la matzah se mange le soir, aussi le pain se mange le soir quand il fait déjà nuit. C'est au moins ici en Israël 25 minutes après le coucher du soleil. Il se peut qu'en France même un peu plus. Donc vérifiez dans les tableaux d'heures, c'est à Kochavim, sortie des étoiles, pas avant. Jusqu'à quand? Jusqu'à minuit. Après minuit, c'est déjà une discussion si on est rendu quitte ou pas. Nafkamina, c'est-à-dire conséquence pratique, vu que c'est une mitzvah de la Torah de manger kazaïd, qu'est-ce qu'on fait s'il pleut? S'il pleut. Normalement, quand il pleut vraiment. S'il pleut un peu, quelques petites gouttes par-ci par-là, tu peux rester dans la soukha. S'il pleut à un point tel que si il pleuvait comme ça dans ta maison, chez moi dans mon salon, puis il y a un trou dans le plafond, et puis tac, ça commence à pleuvoir. Une goutte par-ci, une goutte par-là, je reste chez moi. Mais si maintenant ça commence à pleuvoir sans cesse dans mon salon, je quitte mon salon et je vais habiter chez ma mère, d'accord, je rentre chez ma mère, je dis à ma femme, d'accord, ou chez ma belle-mère, en tout cas, je ne sais pas ce que je vais faire, en tout cas, je reste pas chez moi à la maison. De même dans la soukha. S'il se met à trop pleuvoir à un point tel où ça devient pas tenable, à l'endroit où je suis, si maintenant dans l'autre bout de la soukha il pleut, mais ici où je suis ça va bien, ça va, je peux rester, même faire la bracha. Mais s'il se met à pleuvoir à l'endroit où je suis, alors je suis désengagé de l'obligation, et même celui qui reste, alors il n'a aucun sachar, aucun mérite, c'est même déconseillé. C'est marqué que s'il pleut un soukha, c'est comme si Dieu nous verse c'est comme un serviteur qui a amené un verre de boisson au roi, et le roi a pris le verre et l'a jeté dessus. Alors que Dieu n'a pas envie que maintenant tu me casses les pieds, qu'est-ce que j'ai demandé maintenant moi je t'envoie de la pluie pour que tu quittes le soukha, qu'est-ce que tu restes maintenant de force? Ça se fait pas, c'est insolent. Donc on quitte avec arna'a, avec abnégation, on quitte la soukha en étant désolé. Ça, c'est les cas normaux. Chaque fois que être dans la soukha, ça fait souffrir, il n'y a pas de mitzvah de souffrir, mitzvah d'habiter dans la soukha, comme journée chez nous à la maison. Chez moi à la maison, dans un cas pareil, j'aurais quitté la maison, là aussi, je quitte la soukha. La seule exception, c'est le premier soir de Sukkot. Vu qu'il y a une mitzvah assez de la Torah de manger, les autres soirs, c'est si on veut, on mange, si on veut pas, on mange pas. Je peux manger maintenant des haricots et manger ça hors de la soukha, sans aucun problème. Que si je veux manger du pain kabetza, 56 millilitres, alors je dois manger dans la soukha. Mais je suis pas obligé d'aller manger dans la soukha si je ne veux pas manger de pain, je suis pas obligé. Le soir de Sukkot, le premier soir, donc vendredi soir, c'est obligatoire. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il pleut. Alors s'il pleut énormément, il n'y a rien à faire, on quitte. S'il pleut par-ci par-là, alors on va quand même essayer d'y aller. Et est-ce qu'on fera la bracha, oui ou non? On ne fera pas la bracha. Il y en a qui disent que c'est bien d'attendre jusqu'à minuit. Essayez d'attendre 1 heure, 2 heures, attendre qu'il y ait une accalmie pour faire vraiment la mitzvah. Il y en a qui disent que même après minuit, c'est déjà plus le temps normal, mais Bediavad, a posteriori, vu qu'on n'a pas le choix, t'as raté la mitzvah, alors si vraiment à 1 heure du matin, tout à coup, il y a une accalmie, vas-y, hop, tu vas manger ton kazaïd de pain, et bien Amazon dans la soukha. Les Ashkenazim sont plus marmirim là-dessus.
parce que eux disent, vu que c'est Mitzvah de la Torah, même on doit aller dans les cas où il pleut un peu, etc. Chez nous, les Sfaradim, du moment où la pluie nous dérange, on n'est plus à l'aise, comme on aurait quitté la maison s'il pleuvait comme ça, alors on quitte la soukha et on va chez nous terminer. Celui qui veut te mahmir, celui qui veut, je vous dis d'après l'avis du Rashba, d'accord, comme ça les bons les Sfaradim, celui qui veut te mahmir et prendre aussi l'avis du Rosh et du Ran, c'est d'autres Rishonim, et comme ça sont Ashkenazim, ils vont d'après ces avis-là. C'est bien d'être mahmir, c'est digne de louange, mais on ne peut pas dire que c'est obligatoire. Pour nos frères Ashkenaz, oui, pour nous, non. Pour nous les Sfaradim, c'est comme ça. S'il pleut, de façon à ce qu'on ne peut pas rester dans la soukha, parce qu'on aurait quitté notre salon s'il avait plu comme ça dans notre maison, alors on quitte la soukha, on va faire le repas chez soi à la maison. Si avant minuit, le mini juif, il y a une accalmie, on est obligé d'aller manger son kazaï de pain dans la soukha. S'il n'y a pas d'accalmie, alors tant pis, celui qui veut vraiment faire bien, même après minuit, c'est bien d'aller manger son kazaït de pain dans la soukha, mais sans faire la bracha. Ou bien, le mieux, c'est qu'après minuit, il mange kabetza. Il s'oblige à faire la bracha en mangeant le double de la quantité de kabetza, donc 56 millilitres. Avant minuit, s'il y a une accalmie, il est obligé, les 28 millilitres, d'aller manger dans la soukha, même s'il est déjà rassasié de son repas. Attention, s'il est vraiment trop rassasié, alors manger, on appelle ça achila gassa, ça n'a pas un digne de achila, ça n'a pas un statut de manger. Il faut que tu aies un minimum d'appétit pour manger du pain. Si tu t'obliges, c'est rien du tout. C'est bracha le batala, c'est rien du tout. Il faut que tu sois un peu. Donc, s'il pleut, manger chez soi à la maison, mais pas trop, en toujours guettant est-ce qu'il y aura une accalmie, jusqu'à minuit. Si oui, on va manger de nouveau son kazaï de pain dans la soukha avec un minimum d'appétit et on est rendu quitte de la mitzvah. Si c'est au milieu du repas de la maison, tout coup il y a eu l'accalmie, alors je ne refais pas un motzi sur le pain que je mange dans la soukha. Si c'est après que je finis mon repas chez moi à la maison, alors je refais un motzi et les chefs à soukha pour le repas, pour le kazaï que je mange dans la soukha. Quand ce sera dans mon repas, à la maison, au milieu de mon repas, tout à coup il y a une accalmie, je sors vite, je ne suis pas obligé de faire un motzi. Mais par contre, je suis obligé de faire les chefs soukha, la mitzvah de chefs soukha, et aussi la mitzvah de la bracha de Shecheyanu. La bracha de les chefs soukha, la bracha de Shecheyanu, parce que maintenant je fais une bracha spéciale pour le fait d'être dans la soukha. J'ai fait un autre Shecheyanu au Kiddush, mais qui ne considérait pas la mitzvah de soukha, ne considérait que la fête de Sukkot. Par contre, s'il fait que froid ou autre chose, c'est tout à fait obligatoire, t'as qu'à bien te couvrir. D'accord? Froid, c'est pas une raison qui dispense de la soukha. T'as qu'à te couvrir, mets-toi des radiateurs. J'ai entendu des rabbanim en France qu'ils ont tellement chaud dans leur soukha qu'ils se mettent carrément en tenue légère. D'accord? Il fait un froid glacial. Ils mettent beaucoup de tanourim, beaucoup de fours, d'accord, de chauffage dans leur soukha et elle devient presque un sauna. D'accord? Là, il n'y a aucun problème. Sois à l'aise dans ta soukha, t'as qu'à mettre des chauffages. Mais tu peux pas dire maintenant il fait froid et je dors pas dans la soukha. Les seuls qu'on peut autoriser à pas dormir dans la soukha à cause du froid, si vraiment il fait très froid, c'est les petits enfants. On verra, on va voir directement si déjà j'en parle. Les enfants, mâles donc, dès l'âge de 5-6 ans, sont obligés, des rabbanan, c'est une sorte d'éducation, de dormir et de manger dans la soukha. Comme un homme adulte. Le seul cas où on pourra un peu autoriser, s'il fait très froid dans la soukha, un gosse 5-6 ans, c'est dangereux pour lui, donc on évitera. À moins qu'on ait mis beaucoup de chauffage dans la soukha, ce que nous conseillons et recommandons. D'accord? Sinon, même chose. Le froid n'est pas une raison pour ne pas dormir dans la soukha. Ce kazaï de pain qu'on mange le premier soir, il faut le manger rapidement. Comme la matzah le soir de Pessah, minimum 4 minutes. En maximum 4 minutes. Maximum 4 minutes. Ceux qui ne peuvent pas, on peut allonger jusqu'à 7 minutes et demie. Ceux qui ne peuvent vraiment pas, les vieux qui ont plus de dents, etc., on peut rallonger jusqu'à 9 minutes, mais pas plus. A priori, tout le monde essaie de manger ce pain-là en 4 minutes. Si possible, sans accompagnement. Comme la matzah, on la mange sans accompagnement, là aussi le pain, on le mangera sans accompagnement. C'est rien, je rappelle, c'est une boîte, le volume d'une boîte d'allumettes standard universelle. Bien sûr, en enlevant l'air qu'il y a dans le pain. Il ne faut pas non plus écraser, malaxer le pain complètement, mais tu l'écrases, d'habitude, il perd au moins un tiers, voire une moitié de son volume. Ça, il faut que tu manges de la pâte d'une quantité d'une boîte d'allumettes universelle standard. Standard normal. Il n'y a pas les boîtes d'allumettes normales, il n'y a pas une boîte d'allumettes normale ici? Personne ne sait ce que c'est aujourd'hui? Hein? Une boîte normale. Tu sais ce que ça veut dire une normale? Bon, ok, une normale, voilà.
pas besoin de... Une normale. Alors, tu sais pas quoi, il y a une autre solution. Tu prends un biberon, tu regardes 28 millilitres, c'est ça la quantité. 28, t'arrives pas à 30 millilitres, comme ça, plus qu'il en faut. D'accord? En grammes, oui, mais c'est quoi un gramme? Alors, des grammes d'eau. Tu prends maintenant 28 grammes d'eau, le volume de 28 grammes d'eau égale à 28 millilitres. D'accord? Voici une boîte, voilà, pour ceux qui ne voient pas, voici une boîte d'allumettes standard universel. C'est une standard. Bon, standard de notre temps, d'accord? Du temps où... D'accord? Voici, c'est ce que nous parlons. Voilà, c'est une boîte d'allumettes universelle qui fait environ 1 cm, 1 cm et demi sur, je dirais bien, 6 cm, d'accord? Et sur 4 cm. OK? Voilà. 28 millilitres. OK? Ça, c'est kazaït, obligé de manger le premier soir. Si possible, kabetza, le double. 56 millilitres. Bon, je répète, le soir de Pessah, donc à Mitztaher, ceux pour qui c'est dur d'être dans la souka à cause de la pluie, il n'est pas tour. Il n'est pas obligé. S'il veut l'armir, c'est bien, mais sans la bracha. Sans la bracha, parce que d'après Maran, d'après Shulchan Aruch, on n'est pas obligé, dès qu'on a Mitztaher, dès qu'on a de la peine à cause de la pluie, on est désengagé de l'obligation de dormir et de manger. Alors, manger le pain à l'intérieur, bien sûr, il y a le mitzvah de manger le pain pour le soir de la fête. Mais on ne fait pas la mitzvah de manger dans la souka. Alors, si maintenant ça s'arrête, et on va dire à 11h du soir, c'est encore avant minuit, il y a une accalmie, il peut vite être dans la souka, alors il refait un motzi, il fait les chefs basouka, et il fait shechianu. Shechianu, la mitzvah shechianu, parce qu'il y a deux, on fait la bracha shechianu normalement dans la souka une fois. Dans ce shechianu, on va rendre quitte la fête et la souka. Mais là, si quelqu'un a fait shechianu au kiddush, dans la maison, parce qu'il pleuvait dans la souka. Après, à 10h, 11h de soir, il y a une accalmie, il sort dans la souka pour faire la mitzvah. Alors, il fera hamotzi, donc netat yadayim. Après, l'ishev basouka, la mitzvah, la bracha de l'ishev basouka. Après, hamotzi. Et encore, shechiyanu. Dans l'ordre, il fera netila, l'ishev basouka, shechiyanu, hamotzi. D'accord? Il doit faire motzi chez lui s'il pleut maintenant. Il rentre chez lui, il fait motzi. Oui, s'il pleut maintenant, il rentre chez lui, il fait motzi, il fait son repas normal de fête. Il y a une accalmie, il fait birkat Amazon chez lui, après il ressort dans la souka. S'il y a une accalmie, alors s'il est au milieu du repas maintenant, il ne va pas faire birkat Amazon, il sort sans faire motzi, il fait juste les chefs basouka, shechiyanu, et mange le pain. S'il a déjà fait birkat Amazon chez lui à la maison, on a fini le repas, hop, maintenant il y a une accalmie, hop, de nouveau netilat yadayim, alors il refait les 4 brachot, netilat yadayim, souka, shechiyanu et hamotzi. Ok, voyons les 7 autres jours. Il y a le mitzvah, comme c'est marqué dans la Torah, tadour, vous habiterez dans des sukkot. Habiter, ça veut dire que je dois habiter comme j'habite chez moi. Pendant les 7 jours, c'est marqué dans la Gemara, chaque personne juive fera sa maison provisoire et sa souka fixe. Mon lieu fixe d'habitation devient la souka. Ça veut dire que j'y mets dedans toutes les choses de ma maison normale. Mon lit, mes livres, toutes les choses habituelles que j'ai, ça devient ma maison essentielle. Comme ça, il faut tâcher de faire. Évidemment, s'il pleut, il pleut toutes les demi-heures, c'est un problème. Mais si ce n'est pas le cas, essayez d'habiter là-bas au maximum. Comme je dis, celui qui fait attention bien à mes salles de souka, alors ça a beaucoup de retombées positives. Le repas, c'est comme ça. Si on fait un repas fixe, on va donner maintenant les modalités, c'est quoi un repas fixe, alors on doit manger dans la souka. Un repas provisoire, on peut le manger hors de la souka. Maintenant, provisoire fixe, ce n'est pas les choses que nous décidons. Il y a des lois extrêmement strictes à ce propos-là. Qui sont? Si on mange kabetza de pain, 56 millilitres de pain, on doit manger impérativement dans la souka. Interdit de manger cette quantité hors de la souka. Et on fera la bracha avant de manger. Quelle bracha on fait? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu, qui nous a sanctifiés, ben mitzvotav par ses mitzvot, Vetsiva nous a ordonné l'ishev basouka, de s'asseoir dans la souka. Nos frères ashkénazes sont les chefs basouka, nous on dit li avec un chirik, li shev basouka. Oui. Maintenant, on fait quand cette bracha? Les chefs, ça passe aussi. En cas où on s'est trompé, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, c'est pas un mensonge donc on peut dire. Mais le mieux, c'est dire li shev basouka.
Les Sfaradim. Tous les psaques de Harav Ovadia Yosef, c'est valable pour tous les Sfaradim dans le monde entier, l'Ishev Basouka. Si quelqu'un dit l'Eshev, c'est pas grave, ça passe aussi. Mais le mieux, si on veut être juste, c'est l'Ishev Basouka. On fait quand cette bracha? A priori, on l'a fait entre Netila et Amotzi. Tu fais Netilat Yadayim, tu vas dans la souka, tu es encore debout, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher Kedeshanu be'Musa be'Tzivanu, l'Ishev Basouka, tu t'assieds, tu viens faire bracha que t'asseoir, tu t'assieds dans la souka, tu prends ton pain, tu fais Amotzi Lechem Mina Haaretz. Si quelqu'un a oublié, il a fait Amotzi Lechem Mina Haaretz, après il s'est rappelé qu'il a oublié de faire la bracha de la souka, il se lève vite, il fait la bracha l'Ishev Basouka, et se rassied et il mange. Même s'il n'a pas encore goûté après la bracha de Hamotzi, il n'a pas encore goûté le pain, ça fait pas un arrêt entre le pain, la bracha du pain et la consommation du pain, le fait de dire la bracha au milieu. Tu dis Hamotzi, tu fais la bracha, l'Ishev Basouka, et après tu manges le pain. Pourquoi c'est pas un arrêt? Parce que ça fait partie des brachot qu'on doit faire pour manger. Si quelqu'un il a oublié de faire la bracha l'Ishev Basouka, et il s'est rappelé pendant le repas, il s'est au milieu du repas, il fait la bracha, il se rassied. Il s'est rappelé à la fin du repas, au dessert. Le pain, il ne va plus en manger du tout. Il est en train de manger la dernière cerise de sa compote. D'accord? Ah, c'était un bon repas. Clink! J'ai oublié de faire la bracha. Même pour une cerise, il fait la bracha. Parce que la cerise, elle fait partie du repas fixe. Un repas fixe, c'est tout ce qu'il y a dedans, y compris le dessert. D'accord? Même il veut boire encore un petit verre une gorgée de cola. Maintenant, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Bien, il a mangé du pain, il devait la faire. Avant de boire cette gorgée de cola, il est obligé de faire la bracha de l'Ishev Basouka. À ce propos, attention. Quelqu'un quitte la souka et va à la cuisine, par exemple. Puis là-bas, tout coup, il a envie de boire un verre d'eau. Un verre d'eau, tout le monde est d'accord que c'est pas obligatoire, on peut sans problème boire un verre d'eau hors de la souka. Lui, j'ai dit un verre d'eau, je suis hors de la souka, il boit. Non. Vu qu'il est dans le repas, il est au repas fixe du pain, chaque petite chose qu'il consomme durant tout ce repas est considérée comme fixe comme le pain lui-même. Donc faire très attention, les gens se trompent d'habitude. C'est vrai que l'eau, on peut la boire hors de la souka, mais si elle fait partie on est au milieu d'un repas maintenant dans lequel on mange du pain, qui est obligatoire de manger dans la souka, alors chaque petite chose, que ce soit de l'eau, des légumes, n'importe quoi, on ne pourra pas les manger hors de la souka. Impérativement, c'est interdit. Ça c'est pour le repas de pain. À propos de la bracha on fait comme j'ai dit, à part quand il y a un kiddush. Quand on fait un kiddush, on fait autrement. Quand on fait le kiddush, à la fin du kiddush, on fait la bracha l'Ishev Basouka. Après on sort, on fait Netilat Yadayim, on revient pour le pain. Donc on aura fait la bracha de la souka avant même Netilat Yadayim. Et comme je dis, le premier soir, on fera Shechianu. Shechianu aussi, en pensant rendre quitte la souka et la fête de Sukkot. Les autres choses maintenant. Si on mange du pain moins de kabetza, on peut ne pas le manger dans la souka. C'est considéré comme un repas qui est non fixe. On verra que tout ce que je veux dire maintenant qu'on peut, c'est on peut. Quelqu'un qui veut maintenant manger toutes les autres choses que je vais dire maintenant, qu'on peut manger hors de la souka, on peut le manger hors de la souka. Néanmoins, c'est digne de louange de rien boire ni manger hors de la souka. Celui qui peut faire en sorte de jamais avaler quoi que ce soit hors de la souka, c'est bien. C'est pas obligatoire. C'est marqué aussi qu'un Talmid Chacham qui ne le fait pas, il n'est pas appelé, qui n'est pas médakdek, on ne peut pas considérer comme quelqu'un qui n'est pas pointilleux sur les mitzvot. Même un Talmid Chacham qui est pointilleux sur tout, il peut, s'il veut, boire et manger hors de la souka, ce qui est permis de manger et boire hors de la souka. Pour une histoire personnelle, moi, Blineder, je fais attention de ne pas boire quoi que ce soit hors de la souka, ni manger ni boire, comme ça marque le Shulchan Aruch. C'est digne de louange. Moi, j'aime bien être digne de louange, donc j'essaie de ne pas boire et de manger hors de la souka. Et il y a 15 ans, j'ai eu l'occasion de passer chez Rav Ovadia Yosef, et il y avait là-bas toutes sortes de rabbanim, etc. C'était pendant la fête de Sukkot. Il n'était pas dans la souka, il était chez lui à la maison. Et voici qu'on sert tout à coup à boire, la rabbinite Zechona Levacha, elle vient, elle amène du jus, tout ça. Et moi, je prends le jus, ça la fout mal, quoi. Je ne veux pas boire hors de la souka elle est là-bas. Et le rabbin dit tout de suite, celui qui veut aller boire dans la souka, il peut aller, la souka est là-bas. Moi, je bois ici. T'as l'air idiot d'aller boire tout seul dans la souka, d'accord? Donc, j'ai bu sur place sans aucun problème. Faut dire, même le rabbin Yosef, donc chez lui à la maison, il ne va pas se déranger pour aller faire 10 mètres jusqu'à la souka et revenir. Celui qui veut faire la loi stricte telle qu'elle est, il peut, tout ce qu'on a le droit de boire et de manger hors la souka, il peut le faire sans problème. Il n'est pas appelé à cause de cela non pointilleux. Simplement, digne de louange, il ne sera pas. Digne de louange, c'est bien celui qui va faire tout dans la souka. Et comme j'ai dit, plus on fait attention à la souka, plus c'est une protection, plus on reçoit une grande sainteté.
Donc, ça c'est pour le pain. Plus de kabetza obligatoire, moins de kabetza on peut manger hors de la souka. Tout ce qui est gâteau. Et non seulement gâteaux qui sont cuits au four, mais tout ce qui est pâtes qui se cuit à l'eau, telles que des pâtes, des raviolis, des spaghettis, des macaronis, des cannelloni, je sais pas, d'accord, j'ai oublié les autres noms, d'accord. Plus aussi les versions un peu plus au sud de l'Italie, tunisienne, tout ça, le couscous, etc. Tout ce qui est fait à base de farine et qui est cuit à l'eau. Alors, on peut le manger hors de la souka si c'est moins de kabetza, si c'est moins la quantité de 56 millilitres. Si c'est 56 millilitres et plus, obligatoire de manger dans la souka, mais sans bracha. Il y a safek, donc on fera cela sans bracha. Je répète, moins de 56 millilitres, tout ce qui est fait à base de farine, à part le pain, donc gâteau, spaghetti, couscous, si on le mange, si c'est moins de 56 grammes, 56 millilitres, on peut le manger hors de la souka. Plus 50 millilitres, c'est considéré comme un repas fixe, un bon plat de pâtes, d'accord, un bon couscous, c'est considéré comme un repas fixe. 56 millilitres, c'est déjà une quantité suffisante. C'est obligatoire dans la souka, simplement sans la bracha. La seule chose pour laquelle on fait la bracha dans la souka, les chefs souka, c'est le pain. C'est tout. Le reste, c'est obligatoire ou pas obligatoire de souka, mais toujours sans bracha. S'il y a un cas où on doit faire la bracha des chefs souka pour les gâteaux, c'est dans les cas où on devra bon, c'est pas trop compliqué, dans les cas où on mange une quantité de gâteau ou de pâtes ou de couscous qui fait plus de 235 millilitres, près d'un quart de litre. Si un bon plat de spaghetti, un bon couscous boulette, d'accord, comme ça, qui remplit bien le ventre, là, tu as une quantité, c'est pas énorme, hein, c'est un verre de thé un peu plus, un gros verre de thé comme ça un peu plus, ça fait déjà donc un quart de litre, en quantité 235 millilitres pour être précis, là déjà on fait la bracha, les chefs souka. En ce qui concerne toutes les choses qui sont produites avec de la farine, couscous, pâtes, genre spaghetti, cannelloni, etc. À l'eau aussi, spaghetti, pizza, ou gâteau. Tu manges un repas de gâteau, comme ça, beaucoup de gâteaux. Donc toutes ces choses-là, bien que tu fais maisonnote dessus, si tu as mangé une quantité de 235 millilitres, tu fais la bracha, les chèvres, souka. Le pain, si on a mangé 56 millilitres, alors c'est obligatoire avec bracha, moins 56 millilitres, c'est pas de souka du tout. Pas obligatoire. Si on fait plusieurs repas, chaque repas pour lequel on mange du pain, on va faire la bracha dessus. Alors, tout le reste, le vin, toutes les boissons, tout ce qui est viande, poisson, œufs, végétaux, fruits, tout cela, on peut manger, en boire tant qu'on veut. Il n'y a aucune obligation de le manger dans la souka, ni boire dans la souka, juste digne de louange. Ok? C'est facile. Il y aura 3, le pain, les choses à base de farine, et le reste des aliments. Le reste des aliments, c'est jamais, peu importe la quantité, on peut ne jamais le manger dans la souka. Alors, il y a une coutume ashkénaze, qui est une erreur pour nous, Sfarad, qu'ils disent, quand tu manges du gâteau, avec le verre du kiddush, c'est considéré comme un repas qui est fixe, tu fais les chefs souka. C'est une erreur. Pour nous, Sfaradim, absolument pas. Que si on mange du pain. Même tu fais le kiddush dessus, tu restes en safek, c'est un safek, c'est vrai. C'est pas très bien de manger, même je dis les gâteaux, c'est déjà un problème, on voit qu'à 56 millilitres, il faut les manger dans la souka. Mais au niveau de la loi stricte, on ne fera jamais la bracha si on mange des gâteaux, même si on accompagne du kiddush. Ok? La souka est sainte. Et comme je dis, on lui est habité comme si on habite chez nous dans la maison. Chez nous dans la maison, dans le salon, dans notre salon, on évite d'amener le pot de chambre. On évite d'amener, d'habitude, à table, quand tu es sur la table du salon, tu as des invités, tu n'amènes pas une casserole dans laquelle tu as cuisiné la daf, d'accord, ou le couscous, ou la soupe, ou les frites, d'accord. Pas t'amènes la friteuse sur la table. Tu amènes la ménagère, elle a pris l'aliment, elle met dans un plat, elle amène le plat à table. La souka, c'est comme notre salon. Au moins comme notre salon. Donc, interdiction de faire entrer dans la souka tous les ustensiles ou toute chose qui n'est pas digne de la souka. La poubelle, par exemple, je peux vous la mettre en attendant, je la pose dans la souka. Non, on ne met pas une poubelle dans le salon, on ne met pas une poubelle dans la souka. Changer, on a un bébé maintenant, on veut le changer. Tu le mets tout nu dans la souka comme ça, avec ses excréments, interdit dans la souka. D'accord? La souka, elle est sainte, il y a la présence de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David, ils sont là. Tu fais maintenant, tu changes ton gosse là-bas. Interdit. Oui.
une plaque chauffante pour mettre des casseroles dessus, c'est un problème. Parce que la casserole en elle-même, c'est interdit. C'est un problème. D'accord? De même, c'est bien, pas obligatoire, mais c'est bien, une fois qu'on a fini les plats, de vite débarrasser. Pour pas laisser les plats sales dans la souka. Ça manque de kavod. Comme tu n'aimerais pas avoir pendant 3 heures tes plats de la fin du repas dans ton salon, on dégage pour que le salon soit bien. De même aussi, notre souka doit rester bien. De même, non seulement nos ustensiles, mais notre comportement. Tu ne peux pas, dans la souka, parler des choses qui ne sont pas de convenance. Bien sûr, les paroles interdites, qui sont interdites toute l'année. Le mensonge, la shonara, tout ce qu'on parle des petits potins, d'accord, tout ça c'est interdit, c'est évident. Les choses qui sont permises durant l'année, mais déconseillées, c'est de varim bêter une parole vaine. Tu parles de rien d'important. Ça aussi, il faut essayer d'éviter au maximum dans la souka. C'est marqué celui qui fait attention à toutes ces paroles dans la souka. De ne pas être en tristesse, pas être en hakpada, en nerf, d'accord, contre quelqu'un. Alors, Dieu lui envoie la kudusha des 7 ushpizin ayin kadishin, des 7 invités d'honneur de la souka qui sont, comme je dis, Avraham, Yitzhak, Jacob, etc. D'accord? C'est permis, mais minimisé. C'est un peu comme une synagogue. Une synagogue, on ne parle pas de projet de travail. La souka, il y a la sainteté. Avec la présence de Dieu, là, tu parles maintenant de tes projets de travail, c'est pas interdit. Parce que tu dois être comme chez toi à la maison. Mais c'est bien de minimiser. Oui. Non, tu peux durant Halloween de parler de projet. Il n'y a aucun problème à cela. Écrire aussi. Nous écrivons à Chol HaMoed. C'est bien d'écrire un peu différemment. Mais on peut écrire s'il y a nécessité. S'il y a nécessité, on peut écrire durant Chol HaMoed. D'accord? Nécessité pour le Moed. Quelqu'un veut maintenant, on dévie un peu, on parle maintenant des lois de Chol HaMoed. Chol HaMoed, peut-être, si déjà on en parle rapidement, d'accord? C'est marqué, c'est une mitzvah de la Torah ou des Rabbanan. D'après certains avis, c'est de la Torah, et c'est marqué que celui qui me faisait un Moadot, celui qui dénigre les Moadot, donc le Moed, il n'a pas part au monde futur, c'est une chose qui est grave. En gros, aujourd'hui, ça se contente à pas grand-chose. On n'a pas le droit de faire la lessive, pas le droit de se raser, on a le droit de se couper les ongles pour les Soradim, pour Ashkenazim, non. On n'a pas le droit d'aller et faire les réparations de la maison. Ah, ta femme dit, enfin, t'as un peu de temps maintenant, tiens, répare un peu le four, répare un peu le rideau, Non, tout ça on ne fait pas. On a le droit de faire toute action qui est un travail, si c'est nécessaire pour le Moed, pour la fête. Je vais maintenant faire les emplettes. Elle me dit maintenant 3 kilos de patates, 2 kilos de tomates. Il ne faut pas écrire. Tu ne peux pas écrire Shabbat, tu ne peux pas écrire un jour de fête. Maintenant, si elle me demande, c'est pour les emplettes, pour Moed, pour la fête, pas de problème, je peux écrire. Si je ne vais pas écrire maintenant, j'aurai une perte, pas un manque à gagner, une perte financière, alors je peux écrire, d'accord? Et c'est bien d'écrire un peu différemment, finir la phrase un peu, une ligne un peu tordue qui part comme ça. C'est pas obligatoire, c'est juste une khumra. En gros, c'est ça. Tout le reste est permis. Simplement, lorsqu'on fait des choses, des melachot, des choses qui sont des vrais travaux qui sont interdits d'habitude Shabbat, le faire que s'il y a nécessité pour le Moed. On va parler maintenant d'un din général de la souka. On avait dit qu'il faut habiter dans la souka comme on habite chez soi. Maintenant, il y a une loi, un mitztaer patour. Un mitztaer, celui qui a de la douleur, d'accord, du tracas, à cause de la souka, alors il est désengagé de l'obligation d'habiter dans la souka. Si par exemple on a vu le cas de la pluie, à part le premier soir on avait dit où je suis obligé au milieu de mon repas, s'il y a une accalmie, je suis obligé d'arrêter et d'aller manger mon kazaït dans la souka, le reste des jours de Sukkot. Quand je mange du pain, c'est pas obligatoire de manger du pain, mais si je veux maintenant manger du pain dans la souka, je commence mon repas et voici il se met à pleuvoir. Je peux débarrasser tout, aller manger chez moi. Après 10 minutes, on me dit, la pluie s'est arrêtée. Est-ce que je suis obligé maintenant de prendre tous mes clics et mes claques et aller repartir et finir mon repas dans la souka? Absolument pas. Du moment que j'ai quitté la souka parce qu'elle était impraticable, je suis au milieu de mon repas, on m'autorise à finir mon repas tranquillement. D'accord? De même, pour n'importe quel autre tracas, par exemple, si tu peux, c'est permis. C'est certain que c'est bien de finir de rien manger hors de la souka. Tu veux, mais tu n'es pas obligé. Dans tous les cas où quelqu'un veut aller maintenant continuer dans la souka le repas, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire, à part le premier soir de Pessah, pour le kazaït de pain. Non seulement pour la pluie, mais tout autre cas. Il se fait très chaud, 45 degrés à l'ombre en Israël, d'accord? Souka, t'en peux plus. Maintenant, c'est pas un plaisir. Chez toi, tu as l'air conditionné. Là, tu souffres terriblement. Alors, tu peux maintenant quitter ta souka et aller continuer ton repas dans ta cuisine ou chez toi. On te dit que tout à coup la température a baissé de 20 degrés, il fait un bon 25 degrés dans la souka.
Est-ce que tu es obligé d'arrêter au milieu du repas et repas servir dans ta souka? Non, vu que tu as continué maintenant, tu es en train de manger ton repas dans la souka, on ne t'oblige pas à te lever. Celui qui veut, t'avoir la bracha, il aura une bénédiction, c'est bien de le faire. On va parler maintenant aussi de la nuit. Dormir. On autorise à manger un repas non fixe dans la souka. Aussi au niveau du sommeil, il y a un sommeil qui est fixe, un sommeil qui est provisoire. Au niveau du sommeil, c'est beaucoup plus grave, les lois de Souka, concernent le fait de consommer de la nourriture ou de boire. Tout ce qui est nourriture, consommation de nourriture ou boire, si c'est pas fixe, on peut hors de la Souka. Sommeil, on peut pas. Il est interdit de dormir hors de la Souka, même un tout petit peu. On autorise jusqu'à 1 minute maximum, d'accord? C'est marqué le temps de marcher 100 amos, ça fait 50 mètres. Combien c'est 50 mètres? Le temps de marcher 50 mètres, même moins d'1 minute, d'accord? 40 secondes, tu peux dormir hors de la souka. Plus, tu as quelqu'un qui est en train de dormir maintenant à la synagogue, par exemple, la nuit d'Oshana Rabbah, les gens ils sont dehors comme ça, mitzvah de le réveiller, gentiment, pas tu dors hors de la souka, d'accord? Gentiment. Que je vous déroge, en train de dormir hors de la souka, c'est interdit. Il est interdit de dormir hors de la souka, même un tout petit peu. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara qu'un sommeil un tout petit peu, c'est déjà, des fois quelqu'un il est fatigué, il a la tête comme ça 1 minute, il se relève, il est déjà en forme, il était à un coup de barre, 1 minute des fois on appelle ça le sommeil parking, d'accord? Tu t'attires comme ça, parking, tu pars pendant 1 minute, d'accord? Des fois ça te remet en forme pour encore quelques bonnes minutes. Donc on voit que des fois un peu de sommeil suffit à quelqu'un, pour cela que chaque sommeil qui est hors la souka est strictement, absolument interdit. Je sais qu'à Chabad, le Rabbi Lubavitch, il est autorisé à dormir hors la souka, même interdit. Sachez juste que c'est le nouveau Rabbi de Chabad, d'accord? Les anciens, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Baal Shulchan Aruch Haraf, il interdit, comme tous les rabbins de tout temps, ont interdit de dormir hors de la souka. C'est une loi de la Torah, et nous, Sfaradim, en aucun cas, il n'y a aucune autorisation possible, quelle qu'elle soit, c'est Mevatel assez bien Torah. Il annule une loi positive de la Torah du moment qu'il dort hors la souka. Même un Svarad Chabad, si tu veux m'enquiquiner, d'accord, même un Svarad Chabad. Svarad Chabad, il est Svarad, d'accord, avant d'être Chabad. Il faut regarder son père, qu'est-ce qu'il est de quelle origine. Si l'origine Svarad, il reste Svarad. Il peut prendre les coutumes Chabad, il n'y a aucun problème. Mais en ce qui concerne les lois qui sont les lois de la Torah, c'est comme, parce que je suis Rabbad, je ne mets pas les tefilines, parce que je suis Rabbad, je ne mets pas les tzitzit. Non. Si quelqu'un aujourd'hui, Chabad, il veut suivre le Rabbi Lubavitch parce qu'il est Chabad et ses parents sont Chabad depuis toujours temps Chabad, ok, ça, c'est pas mon problème. Mais nous, en tant que Sfarad, c'est interdit. Donc, on devra absolument dormir dans la souka, c'est une très grande mitzvah, je le rappelle. Le seul cas où c'est permis de ne pas dormir dans la souka, si on est mitzvah, si on a du tracas de dormir dans la souka. Alors le froid, c'est vraiment trop froid, tu quittes. Mais il y a une solution, mets le chauffage et ne souffre pas. Ils sont mauvais dans la souka. Tout à coup, je sais pas moi, au milieu de la nuit, il y a un chat mort, Sharon, c'est comme ça empeste dans toute la souka, d'accord? Ok, je prends mes clics et mes claques, je suis pas obligé d'habiter dans une souka dans laquelle, même chez moi, j'aurais quitté, c'est insoutenable. Il y a des moustiques qui viennent, il y a un vent désagréable, il y a une chaleur, il y a de la pluie, toutes ces choses-là nous désengagent de l'obligation de souka. Mais il est interdit d'aller faire sa souka a priori à côté de la poubelle municipale et dire, ça sent mauvais, je vais chez moi à la maison. Ça sert à rien du tout, d'accord? Ça, c'est interdit. On fait un souka à un endroit qui est viable, un endroit qui est bien. Et s'il s'avérait que, d'une façon indépendante de notre volonté, il y a eu quelque chose qui nous fait que maintenant il y a eu tracas dans la souka, là, Chazal ne te dit pas, tu es obligé de rester dans la souffrance et dans le chaud et dans les moustiques et dans la puanteur. Non, tu quittes et tu vas chez toi à la maison, comme tu aurais quitté ta maison si c'était insupportable. Le noir, par exemple. Quelqu'un, il sait bien d'allumer les bougies de la fête de Sukkot, si possible dans la souka. Bon, tu mets tes bougies, et un coup de vent, bloup, tout noir. Tout noir. Bon, aujourd'hui, c'est bien de mettre une lampe électrique, il n'y a pas de problème. Celui qui n'avait pas, qui n'a pas pensé, ou il y a une panne électrique, tu manges souvent dans la souka, peut-être tu as ramassé aussi un cafard en passant, d'accord, tu as peur. Alors, tu peux quitter la souka. C'est bien, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est bien d'aller manger chez un voisin. Si t'es pas trop gêné, quelqu'un est affreusement gêné d'aller manger dans la souka des voisins, alors on va désengager de l'obligation. Mais si c'est pas trop gênant, c'est gênant un peu, mais pas trop, tu vas manger le premier soir de Sukkot, je parle maintenant, c'est le mitzvah tassé de la Torah, excusez-moi, je viens juste monter kazaït de pain pour faire la mitzvah chez vous, et je vais à Sukkot, je mange, hop, je pars, d'accord? Ça, on le fait. Si pour voilà, c'est dans le cas où on a une souka, mais en France, 80% des gens, ils ne peuvent pas faire de souka. Je souhaite. Parce qu'ils habitent dans un immeuble, parce qu'ils habitent, la plupart des gens, ils habitent dans un immeuble. L'obligation d'avoir une souka, elle repose sur tout juif
dont l'âme est au mont Sinaï, c'est-à-dire tous les juifs. Quelqu'un, il peut pas parce qu'il l'a pas, alors c'est un problème, il aurait dû avoir, qu'il trouve une souka, qu'il fasse sur un toit, je ne sais pas quoi te dire. D'accord, j'ai pas de solution. Ah, il y a un truc, c'est vrai, il y a un truc que le Rami amène le Réma. Le Rav d'Ashkenazi dans Shulchan Aruch, il écrit comme ça. Il dit, c'est vrai que chez nous, beaucoup peu de gens dorment dans la souka. Alors le froid, c'est pas une bonne excuse, comme on a dit, on peut mettre du chauffage. Alors il a trouvé une combine, qui n'est qu'une combine, d'accord? C'est la femme. La femme. Un monsieur qui est marié, d'accord? Si il désire une relation avec sa femme, alors il est désengagé de l'obligation d'aller dans la souka. À condition qu'il n'ait pas une souka privée. Si c'est une souka privée, il faut amener sa femme dans la souka. D'accord? On peut avoir une relation sexuelle dans la souka, c'est permis, parce que c'est comme chez moi à la maison. D'accord? Mais, du moment que j'ai une souka qui est privée, c'est une souka de la communauté, d'accord? Pas chacun va amener sa fame, ça ne fait pas ce genre de choses. Donc, évidemment, attends. Sa femme maintenant, elle est au mikvé, ou c'est le moment d'avoir une relation, il n'est pas obligé de dormir dans la souka. Il peut quitter la souka pour aller avec sa femme. Ça, c'est l'avis qu'amène le Réma pour autoriser les gens, mais on dit bien, c'est qu'à condition qu'il y a vraiment une mitzvah d'être avec sa femme, maintenant, et deuxièmement, que n'y ait pas une souka privée. Sinon, il n'y a aucune dérogation possible. Oui, alors c'est un problème. Si maintenant, par exemple, tu ne peux pas, de façon pudique, tu ne peux pas avoir une relation avec ta femme dans la souka, parce qu'il y a des gens qui guignent, il y a des chats qui passent, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Dans ce cas-là, tu vas chez toi à la maison et terminé. Là aussi, ce sera comme le repas. Une fois que quelqu'un est parti à la maison pour aller dormir, par exemple à cause de la pluie au milieu de la nuit, ou parce qu'il avait une relation avec sa femme, il peut rester dans son lit jusqu'au petit matin et dormir là-bas. Même le premier soir, il peut dormir toute la nuit jusqu'à ce qu'il se réveille, ou s'il se réveille avant l'aube, alors jusqu'à l'aube. D'accord? Jusqu'à l'aube, ou est-ce que jusqu'à son réveil naturel, il peut rester chez soi à la maison. Dans tous les cas où il a quitté son lit de Sukkot au milieu de la nuit. Si voilà, il a quitté son lit de Sukkot, il n'est pas obligé de retourner dans la souka, mais pendant la nuit, il est dans le coltan, il a quand même envie d'aller aux toilettes. Est-ce qu'une fois qu'il a été aux toilettes, il doit retourner dans la souka? Comme rien ne change, même s'il veut aller aux toilettes s'élever, maintenant, il voit la souka, il peut y aller facilement. S'il veut rentrer dans son lit, il peut. Simplement, dans tous ces cas-là, c'est digne de louange que de repartir dans la souka. C'est pas obligatoire. C'est juste bien. À propos de la pluie aussi, on avait dit que dans le salon, je suis maintenant en train de manger, il se met à pleuvoir, je quitte mon salon. Demain dans la souka, il se met à pleuvoir, mais il pleut bien, de façon à ce que j'aurais quitté mon salon aussi, donc je peux quitter la souka pour aller manger chez moi. En ce qui concerne le sommeil, c'est beaucoup plus léger. Ça veut dire que même s'il pleut un tout petit peu, une goutte, pique. Mais quand tu dors, tu as une goutte qui tombe sur le front, tu dors plus, d'accord? C'est beaucoup plus casse-pied. Donc, au niveau du sommeil, même s'il pleut un tout petit peu, sans problème, on peut quitter la souka et rentrer chez soi à la maison. Et vu qu'on a commencé à dormir dans la maison, on peut rester jusqu'au lendemain matin sans aucun problème. Vous avez dit que le sommeil, c'est plus ramour que la... Oui, c'est vrai que d'un côté, le sommeil, c'est beaucoup plus grave, parce que même le sommeil provisoire, il est interdit hors de la souka, mais on veut que tu dormes normalement. Personne ne dort avec une goutte qui lui tombe, une goutte toutes les minutes. Dors avec une goutte qui tombe dessus toutes les minutes. C'est insupportable. D'accord? Donc, on ne t'ordonne pas de dormir dans des conditions insupportables, comme chez toi à la maison. Si tu avais maintenant au-dessus de ton oreiller une goutte qui tombe du voisin toutes les minutes, tu aurais quitté ta chambre. Là aussi, donc, tu quittes la souka sans aucun problème. La sieste, on l'a fait dans la souka? La sieste, bien sûr. Chaque sommeil, même quelqu'un qui veut dormir maintenant sur la table comme ça, quelques minutes sur son coude, alors il est obligé de dormir dans la souka. On ne peut pas dormir quoi que ce soit de temps hors de la souka. Il faut faire attention à cela parce que c'est très facile. Très facile. Tu es à la synagogue, tu es quelque part, tu t'endors. Interdiction. C'est le même dit que pour manger, si maintenant je suis sorti de chez moi, je peux aller chez le voisin pour dormir aussi. J'ai pas compris. Il dit que si chez moi, Non. Ça, on parlait pour le kazaït. Le kazaït de pain. Juste pour le kazaït de pain du premier soir de Sukkot, c'est bien d'aller déranger le voisin pour aller chez lui. Mais si maintenant, dans ta souka privée, toi, on ne t'oblige pas maintenant d'aller en pyjama chez le voisin parce que tu peux dormir là-bas. Si tu veux, bien sûr, personne ne va te dire non, mais tu n'es pas du tout obligé de le faire. Un malade, s'il est mieux chez soi à la maison que dans la souka, alors il peut quitter la souka. Il fait chaud, ou même pas un malade, quelqu'un qui a un mal de tête, ou un mal aux yeux, c'est ces deux choses-là spécialement, mal de tête ou mal aux yeux, et chez soi à la maison, il est mieux que la souka, il peut quitter la souka. Mais si ça ne change rien,
Aussi, par exemple la température. Il fait chaud dans sa souka, mais il fait tout aussi chaud à la maison. Alors, on te désengage l'obligation de souka si tu seras mieux chez toi à la maison. Mais si le tracas, la douleur va pas cesser dans la maison, c'est pas parce qu'il fait chaud dans la souka que tu as le droit de quitter la souka. Que s'il fait meilleur à la maison, tu pourras quitter la maison si vraiment c'est très dur de rester dans la souka. Donc le malade, même si c'est pas un gros malade, s'il est mieux chez soi à la maison, il peut quitter la souka et habiter chez soi dans la maison. Attention, quand on mange, il est nécessaire que la table sur laquelle on mange dans la souka soit dans la souka. Si la table est hors de la souka et la chaise est dans la souka, alors on n'est pas rendu quitte. On n'a pas fait la mitzvah parce qu'on a peur que tu vas rentrer à l'extérieur de la souka pour pouvoir te servir de la table. S'il y a une partie de la table qui est dans la souka, alors il faut qu'il y ait la majorité de la table qui soit dans la souka. Comme ça, c'est une marloquette entre le Birkei Yosef et le Chayei Adam. Le Birkei Yosef, il dit qu'il faut qu'il y ait la majorité, Birkei c'est le Rav Chida, comme ça dit le Mishnah Berurah aussi, il dit qu'il faut qu'il y ait la majorité de la table qui soit dans la souka. Donc si tu as une grande table qui fait 3 mètres, il faut que tu aies au moins 1,5 mètre plus qui soit dans la souka. Le Chayei Adam dit non, pourquoi est-ce qu'il faut que j'ai 1,5 mètre? Si j'ai une partie conséquente, une bonne petite, même si c'est une minorité de toute la table, mais une partie déjà suffisante pour que je puisse me servir comme il faut, on va dire j'ai une table qui fait 1,5 mètre comme cela, j'ai mis que 40 cm dans la souka, alors déjà marloquette. Mishnah Berurah, Birkei Yosef disent que non, Chayei Adam ils disent que oui, le mieux sera manger sans faire la bracha. On est là manger, il n'y a pas de table dans la souka. Ah, si tu manges maintenant sur un tabouret, ça va. Sans table, ça va. Tu prends dans un sandwich comme ça, ça va. Ça va aussi. Ok, maintenant à propos du sommeil, il y a des gens qui sont hyper délicats, on appelle ça aniné à date. Des gens qui sont délicats, d'accord on va dire, un type normal jusqu'à 32 degrés dans la souka, il tient bon. T'en as, ils peuvent pas. Dès qu'il fait 26 degrés déjà, c'est trop chaud, ils supportent pas. Ou il y a un moustique qui est passé devant lui, ou une fourmi, déjà, c'est insupportable. Alors, on ne va pas l'obliger à rester, mais il ne faut pas qu'il se mente. Il doit regarder, est-ce que les gens délicats du même type que lui, est-ce que dans un cas pareil, avec une petite fourmi qui est passée dans la souka, est-ce qu'il aurait aussi pas supporté, il aurait quitté la souka? Si oui, alors oui, lui aussi on l'autorise. Sinon, alors il doit rester comme les autres. On appelle ça pour les gens délicats spéciaux, d'accord? Alors lui, son critère sera les gens spéciaux, délicats. Dernière chose, comme je vous ai dit, on a les 7 avot ou shpizin invités qui viennent, mais il faut les inviter. Le Zohar dit que si on ne les invite pas, on ne leur fait pas aussi un lieu d'habitation, ils ne viennent pas. Donc ça vaut la peine dans chaque souka de préparer une belle chaise, une chaise qu'on va recouvrir avec une belle nappe, comme on fait pour Ayaonavi, il y a une Brit Mila. C'est possible, c'est bien aussi de mettre des livres dessus, des livres de sainteté, pas le journal, d'accord, tu mets un Zohar, tu mets un Masechet Souka, des livres de Halacha et de Torah dessus, et tu dis, avant d'entrer dans la souka, ou quand tu viens de rentrer, tu dis, il y a une formule d'invitation en araméen, Ulu ushpizin alain kadishin, entrée, invité, supérieur, saint, entrer dans l'ombre de la souka, sous le toit de la souka, et chaque nuit on va inviter un spécialement, parce que chaque nuit correspond à un autre invité, Abraham, Yitzhak dans l'ordre, etc. Abraham, alors que rentre Abraham, premier soir que rentre Abraham, avec lui que rentre Yitzhak, Yaakov, Yosef, Aaron et David. Moshe et David. Après, le deuxième soir, on dit Yitzhak. Yitzhak rentre, on l'invite, et après on invite les autres. Abraham, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Etc. Comme ça, chaque soir, donc, on invitera un invité, et si on ne l'invite pas, il ne vient pas. Et même si on l'invite, mais on n'a pas préparé une petite chaise, il ne sait pas où aller. C'est la chaise du Ushpizin Elaine Kedeshin. D'accord? C'est lui, là-bas, il doit venir, et là-bas, il reste vraiment. Son âme est là-bas. La formule, là, pour inviter les 7 invités d'honneur, elle est marquée dans le Sidurim en araméen. Alors, c'est bien de le dire en araméen. Je pense, pour ceux qui ne comprennent pas l'araméen, que ce serait bien de la répéter en français ou de la dire directement en français, ceux qui ne savent même pas lire l'araméen. Donc on dira, soyez les bienvenus, invités d'honneur saints, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, soyez les bienvenus, rentre dans ma souka, Abraham, Avinu, pour s'asseoir à l'ombre de la Shrina. Voilà. La place qu'on fait pour l'invité, pas besoin que ce soit une place sur la table, on met une chaise de côté, un petit fauteuil de côté là-bas, et lui il est là-bas et il ne mange pas avec nous, il nous regarde manger. Il y a une question? C'est à Pessah qu'on dit qu'on laisse une place pour manger.
Alors, il y en a qui laissent à Pessah pour aller en avis. Là, nous, on ne laisse pas sur la table. On met de côté une place pour l'invité saint. Et Bézat Hachem, celui qui fait ainsi, alors il sera béni par cet invité. Et on nous souhaite à nous tous une fête de Sukkot pleine de joie et de sainteté. Amen, Keneratson.